Salut Linda, merci beaucoup d'avoir accepté ma proposition d'interview. C'est sympa. Salut Steven, bah écoute, merci à toi de m'avoir invité, je suis très honorée. Bah écoute, avec grand plaisir. Et puis ça fait plaisir là de mettre un peu des personnes de culture asiatique présenter des projets que je trouve super intéressants. En tout cas, et voilà, tu vas nous en parler. Pour te présenter, Linda, donc toi tu as créé un podcast, donc Banh Mi. Donc on va en parler tout à l'heure en quoi ça consiste. Pour commencer un peu, est-ce que tu peux nous décrire un peu ton parcours? Écoute, moi je suis née, j'ai grandi en France, en banlieue parisienne précisément, à Aulnay-sous-Bois. Et donc mon parcours était assez basique dans le sens où voilà, j'ai grandi dans un environnement qui était multiculturel, voilà, avec des personnes de différentes origines autour de moi à l'école. Voilà, et puis après j'ai suivi des études d'école de commerce en business international. Et c'est comme ça que j'ai fait mes premiers, comment dire, séjours à l'étranger, en faisant voilà un stage au Canada, un semestre d'échange en Corée du Sud, un stage au Vietnam. Voilà, et c'est comme ça que j'ai eu un peu le goût de l'aventure et des pays étrangers. Et c'est dans cette logique, en fait, que après mon diplôme, du coup de master, j'ai décidé de quitter la France pour m'installer en Asie. Et donc j'ai atterri à Singapour. Donc c'était pas du tout un pays que je connaissais, je ne savais même pas le situer sur une carte. C'est qu'à l'époque en fait je m'intéressais aux facilités de visa qu'on pouvait avoir à l'époque. Enfin ça s'appelle toujours d'ailleurs le Working Holiday Pass. Et à l'époque moi je voulais partir en Australie avec mon copain de l'époque. Et puis finalement, ça s'est pas fait. Et puis je me suis dit, ah bah tiens, quels autres pays que l'Australie proposent ce visa? Et c'est comme ça que j'ai découvert Singapour, que j'ai pu placer Singapour sur une carte, que j'ai vu qu'il y avait quand même aussi pas mal de facilités. Dans le pays, du fait que ça parle anglais, que c'était assez secure pour les femmes. Donc voilà, et je me suis un peu lancée à l'aventure. Et puis j'ai proposé à un ami à moi dont le père travaillait à Singapour à l'époque, en lui disant bah viens, on va là-bas. Toi tu trouves pas de boulot en France, moi j'ai pas envie d'en chercher, donc allons en Asie ensemble. Et c'est comme ça que mon aventure en Asie a débuté. Donc, j'ai passé 8 ans sur ce continent où donc j'ai habité à Singapour, puis à Hong Kong et enfin en Thaïlande. Et voilà, c'est un peu comme ça que j'ai découvert à quel point j'étais française, parce que en fait, c'était toujours un peu une interrogation quand les gens me voyaient là-bas. Ils me parlaient en langue locale, peu importe le pays que je visitais. Et souvent, bah, soit je comprenais qu'ils me parlaient, donc du coup, je leur disais, ah non, mais je parle pas votre langue, ou soit je ne comprenais pas, et donc du coup, je leur répondais pas. Mais sans m'en rendre compte, bien évidemment. Et c'est comme ça que je me suis rendu compte que mon faciès était asiatique et que je pouvais un peu être un caméléon, peu importe le pays dans lequel j'allais. Et me rendre compte aussi à quel point j'étais française, parce qu'à chaque fois qu'on me posait la question, mais attends, t'es pas philippine, du coup, tu viens d'où? Mais je viens de France. Et c'était toujours la même réaction, beaucoup de surprise et d'étonnement. C'était aussi un icebreaker parce que ça a engagé une conversation sur comment ça se fait que je sois en France. Bah voilà, il y a eu des migrations de l'ex-Indochine, dont Vietnam, Cambodge, etc., qui sont présents en France, comme d'autres migrations asiatiques, et que je me rendais compte au final que bah, en dehors de la France, en dehors de Paris en tout cas, peu de gens savent qu'il existe des Asiatiques en France, et même des Français.
parce qu'en fait en Asie je suis même tombée sur des Français qui me disaient ah mais vous parlez vachement bien français et je leur disais que j'étais née là-bas, que j'avais grandi là-bas et ils insistaient en me disant que j'avais pas d'accent quand je parlais. Mais ce qu'ils comprenaient pas, c'est que c'était vraiment ma première langue en fait. Et, euh, et tout ça, en fait, ça a un peu remué en moi quelque chose qui, euh, qui m'a donné envie de m'intéresser plus aux pays d'Asie, euh, pour donner plus de, voilà, plus d'informations, de contenu sur ce qu'est l'Asie, les identités asiatiques, les cultures asiatiques. Parce que même en France, en fait, quand tu vas dire, ah, bah tiens, je suis vietnamienne, il y a quelqu'un qui va te répondre, ah, bah moi, je suis allée à Phuket. Truc qui a rien à voir, tu vois. Donc en fait, il y a une espèce de d'amalgame, de mélange, de plein de choses, mais parce que et je leur en veux pas à ces personnes-là parce que ça aurait pu être aussi des amis à moi qui vont faire qui vont avoir des généralités ou des clichés sur tel ou tel pays. Mais c'est que en fait, si t'offres pas la possibilité de donner du contenu qui puisse inspirer, qui puisse te faire réfléchir sur ça, bah du coup tu connais pas quoi. Et c'est comme ça que après mes 8 années en Asie, je me suis lancée en fait en 2021 dans un podcast que j'ai appelé Banh Mi. Donc banh mi, c'est un sandwich vietnamien, mais qui est composé d'une baguette française et d'ingrédients bah, du coup asiatiques. Et c'est vraiment le mélange des cultures et le fait de partager ce mélange des cultures aux personnes en fait qui écoutent le podcast. Donc voilà à peu près mon parcours euh, depuis la France en passant par l'Asie et puis mon retour en France pour me connecter, reconnecter à ces origines asiatiques, à ces identités asiatiques. Et en fait, tu te rends compte qu'en France, t'as même pas besoin d'aller en Asie pour découvrir ce qu'est l'Asie, parce que l'histoire des migrations asiatiques est tellement riche qu'il y a énormément de choses à raconter, à écouter et qui sont très intéressantes et qui font en fait le rayonnement de la France, la multiculturalité. Tout à fait. Non, mais j'adore tes angles dans ton podcast parce on a un angle qui est pas, on n'en parle pas beaucoup en fait. Et toi, j'aime bien, tu le partages, tu le présentes, tu donnes un angle qu'on connaît pas en fait forcément. Et ça peut être pour les Asiatiques, mais finalement aussi même pour les autres personnes qui ont des origines même étrangères. Enfin, tu vois, ça peut être africain, maghrébin, ils peuvent aussi se reconnaître. Je pense à eux notamment, bah, qui sont comme nous. On a l'impression d'être un peu des étrangers quand on est en France et quand on est en Asie, on est des étrangers pour les Asiatiques, quoi. Tu sais, on sait pas du coup quelle est notre place véritablement. Mais en fait, tu sais, la question identitaire, elle résonne chez tout le monde, même des Français, entre guillemets, de souche. Tu vois, genre, ils vont, tu vois, avoir leur langue, leur patois qu'ils n'utilisent plus, ou l'identité que une grand-mère a donnée, que l'autre grand-mère n'a pas, et une identité différente, des codes culturels, des codes de valeurs en fait qui sont différents. C'est ça en fait, c'est de trouver notre place au milieu de tout ça. Et ça, ça va pas forcément qu'à des gens qui ont des origines de d'autres pays. C'est, je pense, très universel au final. Et c'est ça que j'aime beaucoup à dire parce que j'en suis fière, c'est que Ben Mi, ce n'est pas un podcast pour les Asiatiques, c'est un podcast vraiment pour tout le monde. Dès lors que tu trouves de la résonance sur la conversation que je vais avoir avec mon invité, bah cet épisode, ce podcast t'appartient tout autant que moi, tout autant que l'autre, etc. Donc voilà. Comment tu choisis du coup tes invités? Sur quels critères tu te bases? Alors c'est vrai que avant, ça pouvait être sur des choses que je voyais sur les réseaux sociaux, par exemple. Je pense notamment à une humoriste qui s'appelle Candy. On m'a parlé en fait d'un texte qu'elle avait écrit sur elle, qui était très intime sur ses origines, et je pense elle avait
pas été aussi sincère et même peut-être parfois cru dans ses propos. Et c'est la sensibilité qui en est ressortie en fait de cette lecture de texte qui m'a donné envie de la rencontrer, qui m'a donné envie de l'interroger. Voilà, ça pouvait être par exemple, je pense à Thérèse là, une story qu'elle a faite. Moi, je ne connaissais pas sa musique, mais c'est vraiment une story en particulier qui décrivait en fait ce qu'elle mangeait pendant le Nouvel An chinois, le Oui. Nouvel An lunaire. Et elle disait, bah voilà, les nouilles, c'est pour la longévité, le poisson, c'est pour, enfin voilà, tous les différents plats avaient une signification. Et j'avais trouvé ça vachement bah, cool de, de délivrer ce genre de contenu, de partage. Euh, et puis je l'avais pas avant en fait, de part même de mes parents. Ma mère, elle m'a jamais dit, ah bah tiens, si tu manges des œufs, ça veut dire ça a telle signification dans le Nouvel An. Donc de d'avoir ces codes de langage avec des personnes qui te ressemblent plus ou moins, avec la même tranche d'âge et tout, bah, ça te touche encore plus. Et c'est comme ça que, au détour d'une story, je lui dis, écoute, voilà, je regarde ce que tu fais ça m'intéresse grave. En plus, là, c'est le Nouvel An lunaire, donc est-ce que ça te dirait de discuter avec moi et d'en faire un épisode de podcast? Mai et Tam, c'est un des épisodes les plus écoutés. C'est une mère et sa fille. Moi, j'ai découvert Mai parce qu'en fait, c'est un ami à moi qui est cousin éloigné, je crois, avec elle, et qui m'a dit, ah, faudrait que tu regardes ce qu'elle fait. Je pense que ça te parlerait et tout. Elle vient de sortir un documentaire. Donc, j'ai regardé le documentaire et effectivement, ça m'a énormément touchée. Ça parlait voilà, de quatre générations de femmes. Donc de elle et sa famille. Et ce que j'ai beaucoup aimé dans ce documentaire, c'est sa relation qu'elle a avec sa fille. Et donc c'est là que j'ai contacté Maë en lui disant, bon bah écoute, bah, c'est marrant, je connais ton cousin. Et en plus de ça, j'ai vu ton documentaire, il m'a bouleversée. Ça m'a fait plaisir de voir des femmes asiatiques à l'écran, de voir des bouts du Vietnam, de voir des femmes asiatiques évoluer en France. Et de voir aussi cette relation très intime que tu peux avoir entre ta mère, ta grand-mère et ta fille. Et j'aimerais bien faire un podcast avec toi, mais est-ce que ça te dirait de le faire ensemble avec ta fille? Parce que c'est ça qui m'intéressait le plus, en fait, c'est la relation qu'elle avait. Et elle m'a dit OK. Et donc voilà, ça va être souvent des bouts de choses que je vais voir, qui vont m'inspirer, qui vont me toucher et qui vont faire en sorte que j'ai envie d'en connaître plus. Et au lieu de le garder pour moi-même et égoïstement, je préfère le partager et de mettre ce contenu en libre service pour que d'autres personnes soient aussi inspirées que moi. Voilà. D'ailleurs, dans tes podcasts, parfois, tu parles là, la dernière fois que j'ai vu un de tes épisodes, c'était avec plusieurs personnes en Asie où tu animais. D'ailleurs, ça c'était super avec pas mal de gens en même temps. Donc ça aussi, je rappelle que t'es pas forcément journaliste à la base, donc Ah non, pas du tout. c'est ça qui est super et c'est super bien filmé aussi. Et, ouais. Bah écoute, bah pour l'Asie, comme je te disais en off, c'est que j'avais prévu ce voyage en Asie depuis un moment parce que ça faisait 4 ans que j'étais pas retournée depuis que je l'avais quitté Ouais. et depuis que j'ai commencé tout ce projet Badmi. Du coup, j'avais beaucoup d'appréhension, j'étais très excitée de retourner en Asie et je me suis dit bah tiens, mon projet Badmi, bah ça parle d'Asie, ce serait dommage de pas faire ce voyage et de pas faire quelque chose aussi là-bas. Et c'est comme ça que j'ai proposé de faire un épisode spécial au Vietnam, un autre au Cambodge et encore un autre en Thaïlande. Donc je l'ai fait dans les trois pays que j'ai visités. Alors, Donc le Cambodge et la Thaïlande vont bientôt sortir. Et puis au niveau de la vidéo, bah écoute, ça c'est aussi un concours de circonstances où après mon lancement de Banmi, après mes 4 premiers mois, j'ai mon mentor qui est un très bon ami qui me dit donc c'est un peintre franco-vietnamien dont le parcours m'inspire énormément et j'aimerais enfin c'est vraiment dans ma to-do list de faire un épisode avec lui et il me dit Linda tes podcasts c'est bien mais je pense que tu peux aller encore plus loin si tu le faisais filmer.
Mm. Et je lui ai dit, écoute, bah, c'est super comme idée, mais j'ai pas le matos pour filmer, je sais pas monter. Et puis si je demande à quelqu'un, va falloir le rémunérer. Et j'ai pas les ressources financières pour ce poste-là en particulier, en tout cas quand j'ai commencé à l'époque. Et il me dit, bah écoute, demande autour de toi et je verrai ce que je peux faire. Et donc du coup, Home a été mon premier sponsor, mon premier soutien financier. Et c'est comme ça que les podcasts filmés ont vu le jour. Et on a pu continuer parce que la personne avec qui je fais les podcasts en vidéo, bah, du coup, s'est mis en coproduction avec moi Mm. pour avoir cette réalisation à chaque fois. Donc voilà, donc c'est pour ça que c'est bien filmé. C'est grâce à Sébastien Kong et c'est grâce à l'impulsion de Omen Nguyen. Énorme. Du coup, quels sont tes futurs projets? Est-ce que tu as, un objectif? Peut-être faire un documentaire, un film, je sais pas. Bah écoute, les futurs projets, déjà en fait, Benmi s'est construit au fur et à mesure de son évolution. C'est-à-dire que même si j'avais un plan tout fait sur Benmi, enfin tout s'est construit au fur et à mesure, tu vois, comme cette anecdote du podcast qui est devenu du podcast filmé, c'était pas du tout dans les plans. Aujourd'hui, on fait aussi des événements. Donc, on fait de la production événementielle. Aujourd'hui, Banmi, c'est aussi un collectif de créatifs, c'est-à-dire que au fur et à mesure, en fait, il y a des gens qui se sont joints à moi pour contribuer au projet. Donc, il y a des illustratrices, il y a des graphic designers, des vidéastes, des photographes, des monteuses. Donc, c'est devenu ouais, un collectif de créatifs où on a commencé aussi à faire des collabs avec des marques qui ont voulu bah, travailler avec nous ou des entreprises ou des institutions comme le musée Guimet. Donc on a travaillé l'année dernière avec une grosse marque voilà qui vient d'Asie aussi qui s'appelle Uniqlo où on a illustré de la food asiatique sur des t-shirts et à côté de ça on a collaboré avec des restaurateurs la plus grande marque de supermarché asiatique aussi qui nous a fait confiance dans cette grosse opération et donc, en fait, on a développé des compétences d'agence de production et de communication. Donc, à côté du média purement contenu en podcast, vidéo, etc., on fait aussi bah, tout ça, c'est-à-dire de la production audiovisuelle, graphique et de communication. Euh, voilà, donc ça c'est le projet qui a émergé en fait de ces 3 années de contenu, etc. Et puis je pense que là dans les projets qui vont sortir bientôt ou qui sont déjà sortis, c'est Banmi est aussi devenu co-éditeur, c'est-à-dire qu'on a lancé Banmi Édition D'accord. avec le premier ouvrage qui s'appelle Le privilège de la banane, qui est d'ailleurs toujours en cours de lancement parce qu'on a lancé le crowdfunding pour l'ouvrage de Vukuan Nguyen il y a quelques semaines. Il va se fermer dans le 15 octobre, donc bientôt. Et c'est le premier ouvrage en fait qu'on accompagne dans sa communication, dans son lancement. Donc ça c'est pour Banmi Édition et puis on a aussi l'objectif de sortir le premier livre sur Banmi et qui va un peu comment dire euh, revenir sur les citations de mes invités qui nous ont impactés, les témoignages des auditeurs et des auditrices après l'écoute de ces épisodes et de mettre aussi en lumière en fait le travail des illustratrices Mm. qui en fait ont à chaque fois dessiné l'épisode euh, enfin voilà, par une illustration. Et donc du coup, ce bouquin, ce sera un objet, le premier objet Banmi qui résumera un peu bah, les épisodes qu'on a créés, qu'on a réalisés, et voilà. Ouais, ouais, c'est énorme. En tout cas, ça va dans pas mal de directions, mais le but, c'est que les gens se rencontrent aussi. Donc, c'est super, hein. T'as la vidéo et puis l'événementiel, quand tu viens de le dire tout à l'heure. Et donc, ouais, c'est super comme projet, quoi. Bah merci et bah écoute
C'est en fait le projet, c'est vraiment l'Asie, les identités asiatiques, les cultures asiatiques et aussi créer plus de liens Oui, entre les humains. Et si on peut le faire par différents moyens d'expression, vu qu'on est un collectif de créatifs, et ben du coup on le fait, et on essaye en tout cas. Et c'est aussi un gros playground où on s'autorise à s'exprimer, à tester des choses, à faire, à prendre confiance en soi, en faisant exploser notre créativité. Donc on continue sur cette voie-là et voilà. génial. Allez, pour finir, un petit message. Est-ce que tu as un message pour celles et ceux qui veulent croire en eux, croire en leurs projets, réaliser leurs rêves? Est-ce que tu as un message? Alors, un message pour ceux qui veulent réaliser leur projet, croire en leur projet, bah écoutez, si c'est vraiment ce qui vous fait vibrer, si c'est à partir du moment où vous sentez que vous n'êtes plus à votre place là où vous êtes, c'est qu'il faut se poser des questions. Si vous voulez faire des choses qui vous titillent depuis un moment, faites-le. Faites-le, essayez déjà par peut-être un premier cours, première écoute de je sais pas quoi, d'un podcast qui en parle, contacter les gens. C'est ça aussi, c'est que parfois on se referme et on s'isole, et on se referme sur soi-même, alors que je pense que aller au contact des gens permet d'apporter de nouvelles graines qui vont faire germer en fait ces rêves qui vont devenir en fait réalité si vous nourrissez ces graines-là. Donc, euh, donc voilà, allez-y et n'ayez pas peur de demander de l'aide et de discuter avec les gens parce que ça va vous apporter beaucoup comment dire, d'idées, de direction et voilà, de développer vos projets. Génial. En tout cas, merci beaucoup, Linda, pour ce moment de partage. Alors, on peut retrouver Banmi, le podcast, sur quels réseaux sociaux et sur quels réseaux? Alors, on est principalement sur Instagram. Il y a aussi TikTok, Facebook. Vous pouvez voir les épisodes donc de Ben Me sur YouTube. Et on est aussi sur les plateformes de podcast, Spotify, Deezer, Apple Podcasts. Et il y a différents formats. Il y a des formats interview, des formats table ronde. Il y a des formats aussi de création sonore où en fait c'est des textes principalement que j'ai écrits où je pose ma voix dessus et on vous emmène avec Benjamin Pham qui est le co-créateur des Bad Me Sounds dans des villes d'Asie. Et il y a un format talk show qui s'appelle Les Tata qui est voilà un format un peu plus décomplexé, humoristique avec trois femmes voilà qui sont pleines de peps et voilà, sur différents sujets de la vie de tous les jours. Et voilà. Bon, bah, génial. En tout cas, merci beaucoup, Linda, pour ce moment de partage. Et puis, comme je dis toujours, l'aventure continue. Merci beaucoup, Steven. Et oui, l'aventure continue. À bientôt.